Pourquoi les plus grands événements de break se tournent vers le Japon? Pendant des décennies, certains événements représentaient l'âme même du breakdance. Le Battle of the Year en Allemagne, le Freestyle Session en Californie, des compétitions historiques presque sacrées pour toute une génération de danseurs. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de basculer. Le Freestyle Session Finale 2026 revient au Japon. Le Bocchi développe une présence asiatique massive et le concept Matador 2026 s'y installe aussi. Quand on observe la scène mondiale dans son ensemble, le constat est sans appel. Le centre de gravité du break est en train de se déplacer. Alors pourquoi? Pourquoi les plus grands événements de la planète regardent-ils tous vers le Japon et vers l'Asie en général? Est-ce qu'on assiste tout simplement à une évolution logique du marché ou à une transformation profonde et irréversible dans le milieu de la culture hip-hop mondiale? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à faire une mise au point très importante. Dans une précédente vidéo, j'avais abordé rapidement cette tendance, mais avec un manque de précision historique. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je me refuse de propager des approximations. Pour ce sujet, j'ai donc décidé de supprimer la vidéo précédente. J'ai donc pris le temps de creuser, de vérifier les archives et d'échanger avec des acteurs qui connaissent parfaitement l'histoire des événements internationaux pour vous livrer l'analyse la plus juste possible. Par exemple, beaucoup s'imaginent que le Japon sort du chapeau et commence tout juste à accueillir de gros événements. Eh bien, c'est faux. Depuis le début des années 2000, le Freestyle Session y organisait déjà des éditions majeures, tout comme en Corée en 2005. Le but aujourd'hui n'est donc pas de dire que le Japon a volé le break. Le vrai sujet est bien plus intéressant. C'est de comprendre pourquoi en 2026, l'Asie est devenue l'épicentre incontournable des finales mondiales. Commençons par remettre l'histoire à sa place. Le Japon n'est pas un nouveau venu. Cela fait plus de 40 ans que le Japon investit massivement, avec une rigueur unique dans la culture hip-hop. Prenez l'exemple du Freestyle Session. Voir sa finale en 2026 s'organiser au Japon n'est pas une anomalie. Au-delà des éditions 2002, 2003 et 2004 là-bas, il y a un détail crucial que beaucoup oublient. B-Boy Cross One, le fondateur mythique de l'événement, et américo-japonais. Le pont culturel entre la Californie et l'archipel nippon a toujours existé. Ce n'est pas un abandon des États-Unis. C'est la suite logique d'une alliance de très longue date. Mais si le lien historique existe, pourquoi ce virage s'accélère-t-il autant aujourd'hui? En réalité, derrière la passion, il y a une réalité très pragmatique. Les financement. Organiser un événement international en 2026 coûte énormément d'argent. Il faut prendre en charge les billets d'avion internationaux et je peux vous dire qu'en ce moment, les prix explosent. Les hôtels pour des dizaines de guests et des compétiteurs. La location de salles d'envergure, la sécurité, la production, le live stream, la communication. Bref, une logistique extrêmement lourde. Et logiquement, les organisations vont principalement là où se trouvent les sponsors, les aides publiques et les partenaires solides capables de garantir une stabilité financière. Regardez la trajectoire du Battle of the Year. Né en Allemagne, il a été le symbole absolu pendant des années du break européen. Puis, lorsque certains financements allemands ont commencé à s'essouffler, la France a pu prendre le relais et a pu accueillir de grandes éditions grâce à des subventions régionales et des leviers financiers qui permettent une organisation solide. Mais aujourd'hui, l'Europe s'essouffle économiquement sur l'événementiel culturel de niche. Et face à cela, le marché asiatique arrive avec des arguments financiers massifs que l'Occident a du mal à aligner. Pourquoi l'Asie trouve-t-elle ses budgets? Parce que là-bas, la perception du break est radicalement différente de celle qu'on a en Occident. Chez nous, le break lutte encore pour sortir parfois d'une image purement sociale ou underground. Dans plusieurs pays asiatiques, et particulièrement au Japon, les danseurs sont traités et respectés comme des athlètes et des artistes de haut niveau. La discipline est enseignée dans des structures majeures, soutenues par les institutions publiques et valorisée par des grandes marques privées. Pour les organisateurs internationaux, c'est un terrain de jeu extraordinaire en termes d'infrastructure et de considération. Ce qui est frappant en 2026, ce n'est plus le fait que l'Asie accueille des qualifications régionales ou des étapes secondaires. C'est qu'elle récupère directement les finales mondiales et les événements centraux de la culture. Le Bocchi s'y développe à grande échelle. Le concept Matador 2026 mise sur le Japon pour son expansion. On voit aussi émerger des mastodontes natifs du continent comme le World Battle Japan ou Spin Control. Et même quand on regarde un circuit comme le Silverback,
Nasdaq, qui reste très international et présent aux USA comme en Europe. On voit clairement que le marché asiatique prend une importance de plus en plus écrasante dans l'économie globale du break. C'est exactement ce qui alimente le débat actuel. Pour bien comprendre comment l'économie redessine la culture, il suffit d'analyser ce qui se passe chez nous en France. Historiquement, la France est une des plus grandes terres d'accueil du break mondial. On y trouve des événements légendaires qui se sont construits grâce à des soutiens locaux et des subventions publiques. Mais aujourd'hui, avec la baisse de certains budgets culturels en Occident, plusieurs organisations françaises ont dû trouver de nouvelles solutions pour continuer à proposer des événements de qualité internationale. Et la solution ? Elle passe parfois par des partenariats massifs avec le marché asiatique, et notamment la Corée du Sud. C'est une suite logique. Pour maintenir un standard élevé, inviter les meilleurs mondiaux et remplir de grandes salles. Il faut tout simplement aller chercher les financements là où ils se trouvent. Mais forcément, quand un pays tierce investit de manière importante dans la viabilité économique d'un événement, son influence artistique se reflète naturellement sur la scène. On voit apparaître davantage de juges, de shows ou de délégations de cette nationalité mise en avant. Alors attention, ce n'est pas une critique négative. C'est une réalité pragmatique. Les financements influencent progressivement la direction culturelle des événements. Alors au final, quel est le vrai débat? Ce n'est pas de pointer du doigt le Japon ou l'Asie en disant qu'ils prennent le contrôle. La vraie question est de comprendre pourquoi l'Asie est devenue aujourd'hui capable de financer et de valoriser cette culture à un niveau que l'Occident n'arrive plus à maintenir. Mais attention, parce que ce virage comporte aussi un risque. Lorsque la logique de marché devient plus importante que la culture, on prend le risque de perdre l'essence même du break. Le danger, c'est de voir s'installer des événements trop formatés. Lycée, hypermarketing, où la spontanéité s'efface au profit du cahier des charges et des sponsors. Le break est né dans la rue, dans l'urgence et dans l'énergie brute, pas dans des stratégies commerciales de multinationales. Pour plus de précision, je ne dis pas que les sponsors et les multinationales sont mauvais pour la culture. Je dis simplement qu'il faut trouver le juste milieu afin de ne pas en arriver là. Il faut que les financeurs comprennent que notre culture doit être mise en avant et conservée. Donc je pense tout simplement que le Japon et l'Asie ont simplement compris, bien avant beaucoup d'autres, l'importance culturelle, médiatique et économique de cette discipline. Aujourd'hui, ils ont les infrastructures, les budgets et une réelle volonté d'investir durablement. La véritable question que cette année 2026 nous pose, c'est celle-ci. Est-ce que l'Occident est encore prêt à investir pour protéger et faire vivre sa propre culture hip-hop? Bien évidemment, j'attends vos avis en commentaire, c'est super important. En espérant que cette mise au point et justement la rectification de cette vidéo vous a servi, je tiens encore à m'excuser par rapport aux informations erronées que j'avais données sur la précédente vidéo. Et bien évidemment, je tiens à faire un grand merci aux personnes qui m'entourent, à mes proches, pour la correction parce que c'est super important parfois. Effectivement, je peux me tromper sur mes recherches, ça peut arriver. Mais l'essentiel, c'est de se corriger et un grand merci à mon frérot, il se reconnaîtra. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à la liker, à la partager et bien évidemment à activer la petite cloche des notifications pour avoir justement la fameuse notification sur le téléphone portable quand je sors une vidéo. N'hésite pas bien sûr à me rajouter sur Instagram mc.tony.badman et à rajouter bien évidemment Wesh TV. On se retrouve très bientôt sur Wesh TV pour une nouvelle vidéo. C'était Tony Badman. Peace, portez-vous bien.